Je suis directeur de l'association Être là Strasbourg, association Pierre Clément depuis maintenant 2006, mais je suis rentré à l'association en 98 comme bénévole. C'est une association locale, mais qui a une portée, je dirais, les régionales. Et donc, on essaye avec peu de moyens finalement d'encadrer une centaine de bénévoles sur le territoire. Alors, pour ce qui concerne l'association, elle est née en 86, suite à la rencontre d'un patient qui s'appelait Père Clément, et puis d'une infirmière qui travaillait en pneumologie à l'époque. La particularité de Pierre Clément, c'est qu'il avait une histoire difficile, une histoire familiale pas très simple, et que sa famille était originaire de Forbach, si ma mémoire est bonne, et lui, il était hospitalisé à Strasbourg en pneumo. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que le service dans lequel il était ne pouvait plus faire grand-chose médicalement. Il n'y avait pas encore de structure d'unité de soins palliatifs, d'équipe mobile et ainsi de suite. Donc, la pertinence de le maintenir dans le service était compliqué. Le retour à domicile était compliqué. Donc, il y a eu ce choix, en concertation avec la famille, d'accueillir ce jeune patient chez cette infirmière. Il n'est pas mort chez l'infirmière, mais il a passé un certain nombre de mois, et ce qui lui a permis de retrouver un environnement normal, c'est-à-dire hors de l'hôpital. Parce que finalement, quand on est malade, si on ne connaît plus que l'hôpital, ça peut devenir un peu lourd et il y a une fin de vie pas toujours des plus faciles. Et donc, c'est cette rencontre-là, c'est-à-dire le besoin de créer de l'humanité, le besoin de réinsérer cette personne dans la société, jusqu'à la fin, ou quasiment jusqu'à la fin, ce qui est la genèse de l'association. Et ça reste le but ultime de l'association, c'est de considérer qu'une personne reste vivante et fait partie de la société des hommes jusqu'au décès. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau national, il y a une loi pour que les bénévoles interviennent à l'hôpital ou en institution. Donc cette loi, elle dit clairement que les bénévoles doivent être membres d'une association. L'association a l'obligation de formation des bénévoles, une obligation de formation initiale continue, donc les groupes de parole. L'association est responsable devant l'institution du comportement de ses bénévoles. Donc nous, notre premier moteur, c'est de faire effectivement de la formation pour les bénévoles. Recruter, former, mettre sur le terrain à disposition des institutions ou du domicile, donc intervenir à domicile. Donc ça, c'est la première chose. Au fil du temps, on s'est occupé un petit peu des proches, donc des personnes qui ont perdu des proches. Donc, on a créé une structure de deuil pour les adultes d'abord, puis après, 10 ans après, pour les enfants et les adolescents. Donc, on accueille par groupe ou en individuel des personnes qui ont eu des deuils. Donc ça complète la mission initiale qui est le bénévolat d'accompagnement. Et là, on est en train de créer une structure, c'est un espace de rencontre pour la sensibilisation et la réflexion autour de la fin de vie, et notamment par rapport à ce qui se passe autour de la fin de vie à travers une loi Claes-Leonetti augmentée, améliorée, dont on ne sait pas encore aujourd'hui où est-ce qu'elle va exactement atterrir, finaliser, comment ça va se passer. Donc je crois qu'il y a une soif pour les gens de parler de ce sujet-là. Encore faut-il créer l'espace et les conditions confortables pour en discuter de manière sereine et avec confiance. Comment j'ai pu être traversé par cette histoire d'accompagnement? C'est vrai que c'est pas évident. On se lève pas le matin en disant, tiens, je vais faire de l'accompagnement de personnes en fin de vie. Ça a forcément quelque chose de personnel. Moi, j'ai perdu mon beau-père en 96. Il est décédé d'un cancer du pancréas. Et donc, à l'époque, c'était mortel à 100%. C'était violent. C'était douloureux pour ma mère et mes frères et très douloureux pour mon beau-père. Et donc, ça m'avait assez marqué. C'était un moment aussi où moi, j'étais restaurateur avant. C'était un tournant de ma vie où j'avais plus envie de faire de la restauration. J'avais eu quelques échecs, pas mal de réussites, mais aussi des échecs assez marquants. Et donc, sur une période de chômage, je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Ça m'a intéressé. Je crois que je suis rentré d'ailleurs sur une confusion à l'association. Je suis rentré dans l'idée de dire, voilà, on peut pas laisser les gens mourir de cette façon-là. Et j'ai plutôt un regard bienveillant vis-à-vis de l'euthanasie. Donc, je me suis trompé de porte, on va dire, ce qui est assez marrant parce que quand on voit le résultat 25 ans après, je suis toujours là. Ça m'a passionné, effectivement. Plus on vieillit, plus on a d'histoire, plus on nous rapporte d'histoire, plus on se rend compte des carences ou des défauts ou des petits problèmes de société, d'accompagnement, de quel regard on porte sur la vieillesse, quel regard on porte sur le malade, c'est la place du malade dans nos sociétés, la relation qu'il peut y avoir avec le travail, par exemple, hein. On essaye
valoriser le travail, ce qui est nécessaire, mais peut-être qu'on en fait des fois un peu trop, et puis c'est au détriment d'autres choses, d'autres valeurs, d'autres considérations. Parler de la mort, c'est parler de la vie, hein, c'est véritablement mettre tous les ingrédients de la vie, professionnelle, affective, tout ça, ça convoque tout. Ça parle de soi aussi. Je l'écoute à travers les histoires des autres et j'essaye de voir comment on peut améliorer la chose. On se civilise. Ouais, parce que j'avais pas du tout un parcours dans ce sens. Moi, j'étais plutôt, j'avais des restaurants dans une logique totalement différente, hein. Et un projet de réussite qui n'était pas certainement pas celui-là. Il y a des gens qui sont très entourés familialement, mais qui ne disent, ils peuvent pas s'exprimer sur quelque chose qui est très 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 intime parce que peur de blesser, parce que secret de famille, ainsi de suite. Et puis le bénévole va être le réceptacle de cette histoire, de cette singularité. Donc, il y a des très très beaux témoignages de bénévoles qui racontent, qui sont eux-mêmes ébahis par ce qu'on peut leur confier, alors que les proches, les frères, les sœurs, les maris, les enfants ne le savent pas. Après, il faut pas non plus, comme je dis souvent, il faut pas non plus faire de l'acharnement relationnel. Il y a des gens qui sont entourés. Tout le monde n'a pas besoin de nos bénévoles. Et je les dis souvent bénévoles, ne vous rendez pas indispensable plus que vous n'êtes sollicité. Voilà. Ça permet à la fois de garder les pieds sur terre, ne pas se prendre pour Dieu ou que sais-je encore, et puis de mettre à la bonne place la relation doit être. Si on est là, c'est qu'il y a un manque. S'il y a un manque, bah, il faut peut-être s'interroger sur les relations. Qu'est-ce qu'on fait de nos parents? Qu'est-ce qu'on fait de... C'est vraiment la place qu'on a chacun à chaque époque de notre vie. Comment on a une place dans la société. C'est ça ce que ça interroge l'accompagnement des personnes. Qui sont nos bénévoles? Comment viennent-ils? Bon, ils viennent parce qu'ils ont souvent une histoire personnelle. Les bénévoles, c'est pas mes copains, je partirai pas en vacances avec eux, mais ils ont tous une place dans l'association. C'est ça qui est le plus important. Et afin de leur assurer une place, il faut que moi, je m'extrais de mes jugements. On a une formation qui dure 7 journées animée par une psychothérapeute. On a un infirmier qui intervient dans cette formation. Il y a un stage par la suite. Donc, il y a assez d'éléments pour se faire une idée de la candidat et de son devenir sur l'accompagnement. Ils n'ont pas besoin de mon avis en plus. Je dois m'assurer qu'effectivement la personne n'est pas délirante. Mais le reste, c'est de la non-maîtrise, c'est-à-dire, voilà. Chacun vient avec ses qualités, ses défauts, il faut de l'écoute, de l'attention, il faut avoir une bienveillance, il faut avoir le goût de l'autre. Mais ça, je peux pas le vérifier en un entretien, ça se vérifie sur le terrain, ça se confirme ou ça s'affirme avec le temps. Et c'est la loi du genre, c'est-à-dire que on ne peut pas exiger de nos bénévoles qu'ils soient stéréotypés dans la mesure où notre public ne l'est pas. Ça marchera avec ce bénévole, ça ne marchera pas avec celui-là. Là, c'est un jeu subtil de relations humaines qu'il convient de conserver, encore une fois, comme dans la vie. Comme dans la vie. Ça fonctionne avec ce bénévole et ce patient, ça fonctionnera pas avec un autre. Là, il y aura une intensité, de l'autre côté, ce sera plus plat. Il faut l'accepter parce que c'est comme ça. Je choisis pas le bénévole que je pense bien avec ce patient. On laisse les choses se faire et en règle générale, ça marche très bien. C'est de la chimie organique humaine. Voilà, donc on crée des conditions, mais pas plus que ça. C'est un des rares bénévolats où on peut pas être dans le don. On est forcément dans la réciprocité. On vient pas parce que j'ai besoin de donner du temps. C'est pas ça. Il faut que le patient ait envie de vous recevoir, que vous lui apportiez quelque chose. Et en contrepartie, le bénévole, c'est pareil. Il a besoin que le patient lui enseigne quelque chose, réponde pour partie à ses propres interrogations. Ah ben, moi, ça m'a plutôt impacté positivement. Dans le sens, ça m'a pas rendu triste, hein. J'ai pas vécu de dépression, de moments d'abysse émotionnel ou des choses comme ça. Au contraire, ça m'a rendu vraiment peut-être plus tolérant, parce que j'étais pas parti gagnant au départ, et plus intelligent certainement. Pas d'une intelligence, pas intelligence, je suis pas devenu meilleur en maths, mais sur le ressenti, sur la capacité à accepter
Des fois, des choses nous échappent et surtout peut-être une capacité à l'émerveillement de la relation, parce que ça produit des fois de bluffants, des bluffants. C'est insignifiant, des petites choses, mais c'est bluffant. Puis ça permet aussi de pas vouloir tout comprendre, tout expliquer, tout rationaliser, tout. Je dis toujours aux bénévoles, c'est simple. Vous verrez très très vite le bénéfice. C'est quand vous arriverez à faire 5 heures de bénévolat dans une institution en soins palliatifs, par exemple, et que le soir vous rentrez et vous cassez pas les noix à votre femme parce que les steaks sont cramés, c'est que vous avez à réfléchir un petit peu sur la vie. Vous voyez, ça doit permettre de gamberger un peu cette relation. Je trouve que c'est riche d'enseignement, c'est beau. Je crois que les bénévoles, ils ont d'abord des a priori, ils ont peur des lapsus. Alors je leur dis, les lapsus, tant que vous êtes concentré sur les lapsus, vous n'êtes pas présent à l'autre. Puis les lapsus, quand c'est de bonne foi et ainsi de suite, ça n'a jamais tué personne. Les conneries, vous en direz. Donc vous concentrez pas trop sur comment il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à dire et ainsi de suite. Soyez vous-même et en étant soi-même, on prend un risque. Un, de se montrer tel qu'on est, on a un risque de heurter quelqu'un inconsciemment, mais c'est le prix à payer pour cet échange-là. Et puis surtout, on va axer sur le fait que un patient en fin de vie, c'est pas un patient, c'est un être humain. Et la fin de vie, on s'en fout. C'est pas notre problème, la fin de vie. C'est un état dans lequel il est. Et c'est avant tout une personne. Et cette personne, il faut essayer d'interagir avec elle le plus naturellement possible, avec toutes ces différences. Donc la communication, c'est de l'anticommunication qu'il faut faire. On n'enseigne pas à communiquer, on enseigne à être soi-même. La communication, la première communication, c'est quand vous rentrez dans une chambre. Tous les deux, le patient comme vous êtes fait une idée de la relation possible. Elle est souvent fausse, mais c'est comme ça. On a nos a priori, nos biais cognitifs. Voilà, tac, c'est comme ça se fait. Vitesse, moins de temps que d'ouvrir la bouche. Le reste, ça vient après. La question de la légitimité. Qui suis-je pour aller voir ce patient? Il a une famille peut-être, il y a des chirurgiens, il y a tout un environnement, il y a des amis, tout ça. Mais je sais quoi? Voilà. Elle se pose quand vous mettez la main sur la poignée. Putain, mais qu'est-ce que je fais là? Et je suis qui pour aller voir ce mec? En plus de ça, en train de mourir. Ah. Donc ça, c'est des questions très pratiques. Et en termes de communication, il n'y a que des petits outils qui permettent de débloquer des situations. Mais à la fin du fin, ce sera l'émotion que l'on a, que l'on dégage, voilà. Donc c'est de l'anticommunication. Aujourd'hui, la fin de vie n'est pas traitée, en réalité. Elle est occultée, elle est repoussée, je dirais, c'est pas pour rien, finalement, qu'on confie ça aux médecins. Mais la fin de vie, c'est pas une affaire de médecin. Les moyens pour éviter la douleur, c'est une affaire de médecin. Mais la fin de vie, c'est pas une affaire médicale. C'est une affaire de société. Quelle société dans laquelle voulons-nous vivre? Et c'est pas autre chose. Je suis accablé de voir qu'on met les médecins sous pression pour les questions euthanasie, suicide assisté. Ça me dépasse. Ça veut bel et bien dire qu'on ne veut pas aborder dans notre société la question de la fin de vie dans la société. On en fait une affaire médicale. Mais c'est pas une affaire médicale. Médicaliser, c'est mettre hors champ. Ça ne fait pas partie du village. Or, on organise l'hôpital pour que les patients meurent chez eux, et chez eux, il n'y a pas les dispositifs pour qu'ils décèdent sereinement. Vous voyez? La communauté médicale des fins de vie n'en veulent pas. Et on le voit, hein, il y a peu d'appétence pour devenir médecin en soins palliatifs. Mais en même temps, la société veut leur confier, voilà, alors que c'est profondément un problème de société. Il faut savoir ce que l'on veut, comment on accompagne, comment on s'occupe de la vie, de la naissance à la mort. Ce que l'on fait, ce que nous on fait à l'association, mais que toutes les associations font, alors chacun à leur niveau, avec 20 bénévoles, moi j'en ai 100 et ainsi de suite. On n'est pas soutenu, on est mal compris, c'est mal compris dans la société. Moi je suis athée.
Mais régulièrement, on me fait passer pour un catholique intégriste, hein. Je vais dire, sous prétexte que, mais je n'ai rien contre l'euthanasie ou le suicide assisté. Je pense que c'est une solution prématurée qui n'a pas permis le développement je dirais, de toutes les choses qu'on peut déployer en matière de relations, et que c'était une solution facile à un problème complexe. Voilà. Et le réduire à la droite réac, la gauche progressiste, était une médiocrité intellectuelle absolument abyssale. Donc voilà, je dirais qu'on n'a jamais le temps, c'est-à-dire de dire pour ou contre l'euthanasie, et ainsi de suite, c'est facile, les arguments sont simples, on les développe, et même si on fait de l'abus de langage en parlant de dignité et de liberté, parce qu'il ne s'agit pas de dignité et pas de liberté, eh bien, nous, on a besoin d'expliquer, on a besoin de prendre du temps. C'est un tableau qui se dessine par touche, par sensibilité, par touche. Et c'est pas un pavé récité à la presse, quoi. Voilà. Donc, on sera toujours un petit peu les victimes de ce manichéisme qui consiste à dire pour ou contre. Ça ne peut pas être binaire quand on fait ça. Le dernier message que je voudrais envoyer, c'est simplement ce que je viens quasiment de dire, c'est-à-dire sortez du binaire et de la représentation que vous avez. Ne vous laissez pas influencer. Passez 2 heures à essayer de comprendre, interpellez les associations qui font la même chose que Pierre Clément, hein, pour que vous soyez des citoyens éclairés, c'est tout. Ne restez pas avec des choses qui sont annonnées dans la presse ou annonnées par les politiques ou par les lobbies. Faites-vous une opinion par vous-même.